Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour oser rêver grand, réservé à ceux qui ont des projets et envie d'entreprendre. Je suis Hervé Franceschi, coach, conférencier, explorateur de l'humain et aventurier de l'entreprise. Depuis 25 ans, j'accompagne avec joie dirigeants, entrepreneurs, sportifs de haut niveau, artistes qui veulent mieux se connaître, grandir et accomplir leurs projets et acceptent de se mouiller. Dans ce podcast, explorez grâce à eux en toute intimité comment traverser vos difficultés, vos incertitudes et aussi vos réussites pour oser rêver grand et réussir vos traversées. Alors je suis très heureux qu'on se retrouve sur La Traversée et aujourd'hui j'avais très envie de vous parler de comment on se libère de nos peurs, comment on se prépare mentalement pour se libérer de nos peurs, autrement dit. Le deuxième sujet que j'avais envie d'évoquer à la suite de l'interview avec David Larose, c'est savourer les victoires. J'aime bien cette petite phrase qu'il dit « Il n'y a pas de petites victoires » et qu'il n'a pas toujours su savourer les victoires et que quand il a pris le temps de les savourer, il a pu progresser ou accepter que parfois on n'arrive pas à la victoire ultime, mais qu'on a des victoires intermédiaires qui seront nécessaires pour atteindre cette victoire ultime. Et puis, digérer nos défaites sans les ressasser, pour pouvoir passer à autre chose. Et surtout quand, dans la même journée, j'ai, comme dans son cas, plein de combats ou plein de situations dans lesquelles il y aura des défaites et des réussites. Moi, ça me rappelle des journées de négociation dans lesquelles il y a des sujets sur lesquels ça n'a pas abouti, ou j'ai pas obtenu ce que je voulais, et même voire j'ai perdu. Et puis sur d'autres, j'ai gagné. Donc il faut rester concentré sur la durée. Tout se passe sur une journée. Tout se passe sur une journée pour les judokas. Et donc, comment on fait pour rester concentré? Quel mindset il faut avoir? Comment psychologiquement je dois être? Ça revient un peu aussi sur notre sujet de la peur, mais il peut y avoir d'autres choses que la peur. Et puis, la compétition saine, ou alors malsaine. Alors, pour nous accompagner, on va prendre comme d'habitude un conte qui s'appellera Le samouraï et le pêcheur. Et puis 3 citations qui vont nous porter durant cette traversée. La première, c'est une phrase de Shakespeare que j'aime bien dans Hamlet qui dit « Sois fidèle à toi-même et tu ne seras plus jamais infidèle à un autre ». Je vous la redis. « Sois fidèle à toi-même et tu ne seras plus jamais infidèle à un autre ». Pensez grand et n'écoutez pas les gens qui vous disent que ce n'est pas réalisable. La vie est trop courte pour être ou pour penser petit. C'est de Tim Ferriss. Je crois que c'est dans la semaine de 4 jours. Pensez grand et n'écoutez pas les gens qui disent que ce n'est pas réalisable. Eh bien, bien sûr, parce que la vie est courte et elle est bien trop courte pour penser petit. Et puis le dernier, c'est croire en soi. C'est le premier pas de la réussite. Je ne sais pas de qui est cette phrase, je l'avais trouvée, mais j'ai cherché, je n'ai pas trouvé de qui elle était. Croire en soi, c'est le premier pas de la réussite. Alors, on va, dès le départ, se mettre dans la bonne énergie. Prenez une grande respiration du matin ou du soir, peu importe quand vous écoutez ce podcast, et prenez conscience que vous êtes habité de vos peurs. Les peurs nous habitent en permanence, elles sont présentes à nous, et quelquefois, en fait, elles nous dirigent. Et donc, si je ne me prépare pas mentalement à libérer la peur, ou à résister à la peur, ou traverser la peur, eh bien, en fait, elle va me dominer. Et surtout, le danger, c'est que, on en a déjà parlé, je pense, sur ce podcast, c'est que les peurs viennent en chapelet, c'est-à-dire qu'elles viennent les unes, elles sont égrenées les unes après les autres. Et en conséquence de quoi, elles vous mettent en difficulté. Elles vous mettent en difficulté parce que, au bout d'un moment, vous ne savez plus de quelle peur vous parlez. Au départ, j'avais peur, je ne sais pas, de réussir, et rapidement, elle s'est changée en honte de perdre, puis en peur d'avoir honte, et puis peur de pas bien faire, et puis peur d'être jugé ou d'être critiqué. Et à la fin, c'est laquelle que je dois m'occuper. Et justement, la totalité de ces peurs, comme elles viennent toutes ensemble, comme je les ai convoquées ensemble, eh bien en fait, elles sont ingérables pour moi.
J'assaillis mon cerveau de peur. Et donc je le mets en mode urgence. Et dans le mode urgence, eh bien, il n'y a pas tant de systèmes que ça qui vont se mettre en œuvre. Votre cervelet va répondre, vos automatismes sont limités à trois quatre possibilités, pas plus. D'accord? Pour certains, c'est courir, donc fuir. Et on revient à ces 3 ou 4 F en fonction de comment on les compte, mais qui sont fly, fight and freeze dans les 3 premiers, et puis je n'aurai pas le quatrième. Et la première chose, c'est de prendre conscience qu'en fait, on ne domine pas ce système. Il est là, il est inscrit dans votre cerveau. Donc ce que vous pouvez faire, c'est en prendre conscience. Comment je réagis comme ça? Est-ce que je fuis? Et peut-être que c'est juste. Ou ça ne l'est pas. Donc notez vos peurs. Notez vos réactions à vos peurs surtout. Comment vous réagissez dans des situations difficiles. Sinon, elles vont vous dominer. Et plus je l'essaie, et plus bien sûr qu'après je peux me faire aider, je peux travailler en hypnose, je peux travailler, il y a tellement de moyens pour travailler sur ces peurs. Et en préparation mentale, on va vous permettre d'aller dépasser ça, d'aller aller plus loin que ce système-là qui a été mis en œuvre automatiquement. Donc une fois de plus, que vous vous battiez, que vous vous rebelliez, que vous couriez, que vous décidiez de ne pas bouger en espérant que vous ne serez pas vu, que ça ne va rien changer. Tout ça, ce sont des stratégies inconscientes et qui se produisent tout le temps. J'aime bien, je fais une expérience souvent dans une de mes conférences où je parle de la peur justement, où je parle de la manière dont on influence ou on est influencé par les autres, et notamment la peur est un des moyens d'influencer rapidement les autres, comme la joie. Donc ça dépend de ce qu'on choisit. Mais il n'empêche que quand je reste interdit, par exemple, quand je pose une question à des gens et que je passe trop vite d'un système à un autre de pensée, eh bien je vois qu'à chaque fois il y a quelque chose comme un arrêt sur image, quoi. Et dans cet arrêt sur image, eh bien on revoit tout de suite ce système associé au nerf vague et qui va faire que il y a quelque chose d'inconscient, d'incompréhensible, et là, bah, vous allez avoir une réponse. Et je le vois dans le regard des gens, tout de suite, il y a ceux qui ont honte de ne pas savoir, quoi faire, de ne pas avoir pu répondre, de ne pas avoir pu continuer. Donc par exemple, à un moment donné, je fais des changements de rythme avec les mains, on part de choses simples sur le rythme, et puis je complique le rythme. Ou bien je mets deux groupes l'un à côté de l'autre qui ont des rythmes différents. Et donc bah, ceux qui sont à la frontière, un peu comme quand on chante, bah, je peux avoir envie de changer de voix, parce que ceux qui sont à côté de moi ont une autre voix si je suis dans une chorale. Bah, tous ces processus-là, est-ce que ça me gêne ou pas? Mais dès que je mets un public, dès que je mets un juge, dès que je mets une sorte d'autorité, eh bien une partie de nous va se conformer à ce qu'il faisait quand il était enfant. Et donc ça, c'est plus fort que vous. Même si vous avez aujourd'hui, je dirais, plus proche de l'âge de la retraite. Et en fait, vous ne savez pas gérer votre système intérieur. Et donc, si vous ne le gérez pas, bah, c'est lui qui vous gère. Et donc, l'intérêt, c'est de prendre conscience que sinon, c'est la peur qui vous gère. Et je ne suis pas en train de... Là, c'est vous qui vous faites peur. Mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance, c'est pas un jugement. C'est prenez-en conscience pour apprendre à le gérer. Et plus vous allez prendre conscience de comment vous fonctionnez, donc moi ce qui m'a servi c'est mes carnets, hein, donc j'ai créé une société qui s'appelle Carnet d'éveil, mais c'est parce que j'écris sur des carnets, et ça m'a servi en tant que sportif, ça m'a servi en tant que dirigeant, c'est de dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai bien fait, prendre conscience a posteriori d'une négo, prendre conscience d'une collaboration, prendre conscience d'une réussite, prendre conscience d'un échec. Et donc ça, c'est un moyen là, concernant vos peurs, prenez un carnet. Et justement, je suis en train de créer des nouveaux carnets de peurs, donc je vais pouvoir vous en parler bientôt, pour travailler ces peurs, pour aller au-delà de ces peurs, pour briser ces plafonds de verre qu'on a mis, qu'on a laissé mettre, peu importe, et qui nous empêchent d'être potentiellement ce qu'on est. Donc se préparer mentalement, c'est juste prendre conscience qu'en fait, c'est déjà repérer le schéma. Deuxième chose, il va falloir relâcher. Souvent, c'est juste ça, expirer davantage dans la situation, dans ce que je vis en ce moment. Je lâche prise sur ce que j'étais juste en train de vivre, de ne pas contrôler, de ne pas savoir quoi faire avec.
Et ensuite, bah, vous allez reprendre le contrôle quelque part, c'est-à-dire reprendre le volant, et qui va vous permettre de, après, à terme, de passer en mode maîtrise. À ce stade, vous n'êtes pas encore en mode maîtrise. Vous ne maîtrisez pas, donc vous n'êtes pas détendu. Mais ça va venir petit à petit, on n'est pas détendu dans la peur. Mais quand j'apprends à la traverser, quand j'apprends à la mettre devant moi, à la repérer, à l'accueillir, à la comprendre, ben je peux la gérer. Mais c'est pas en l'évitant. Ça, c'est un truc que j'ai bien appris, c'est si on évite ses peurs, elles reviennent plus fort. C'est comme un effet de boomerang. Alors, le deuxième sujet que j'avais envie d'évoquer avec vous, c'est savourer les victoires. Alors, savourer les victoires, savourer. Parce qu'en fait, on est dans une société qui va vite, on est toujours en train de préparer la suite, et il y a peu de temps à la fête. Il y a peu de temps, ou alors la fête, elle devient débridée, exagérée pour moi, souvent, parce qu'il y a besoin de compenser. Il n'y a rien à compenser si on a pris le temps en permanence de savourer au fur et à mesure. Et puis, c'est pas grave si j'ai pas pu le faire là, bah, ce soir, demain. Mais ne pas attendre pour savourer les victoires. Et peu importe qu'on parle de victoire ici, de sportif de haut niveau, et que j'ai un titre de champion du monde, ou bien que j'ai simplement réussi à faire quelque chose que je n'arrive pas à faire depuis si longtemps, ou que j'arrive à reproduire, pour moi, ça peut être une victoire. Peut-être une victoire sur mes peurs, dont je parlais il y a quelques instants. Ça peut être les victoires de vos enfants, de vos employés, de vos collègues, de votre épouse ou époux, peu importe les termes que vous allez utiliser. Il y a des gens autour de vous qui réussissent. Savourez les réussites, savourez les victoires. Moi, je dis victoire puisque réussite, c'est souvent le danger que j'ai remarqué, c'est que une victoire, même si elle est petite, c'est une victoire. Alors qu'une réussite, quand elle est petite, on a tendance à dire que c'est pas une réussite. Et on a tendance à attendre la grande réussite. Et en fait, il n'y en a jamais assez. Et donc, on est toujours dans un processus, en fait, de dire non, non, mais on fêtera là plus tard. Et moi, j'ai été comme ça avant. Je me rappelle dans mon travail, tant que le travail n'était pas terminé, ben, je n'avais rien à me féliciter. Alors que j'ai pris le temps d'apprendre à développer de la gratitude, du plaisir, de la joie intérieure, de la sérénité, à être au milieu du guet, pas encore arrivé. Mais déjà, waouh, c'est bien, on avance bien. Ce serait comme si je pouvais savourer que le dessert et que tout ce qui serait avant n'avait pas de valeur. Pourquoi? Je peux avoir une entrée extraordinaire et un plat moyen, voire je ne prends pas de dessert, moi je suis moins dessert qu'entrée. Donc voilà, c'est comme si dans une course, bien sûr que c'est important comment vous finissez, mais si vous partez mal, c'est toujours compliqué. Donc il y a plein de petites victoires, alors sur soi, sur la vie, sur les situations. Et ces victoires, je pense que si on prend le temps de les féliciter, si on prend le temps de les reconnaître, c'est aussi la reconnaissance de l'autre, de soi-même, eh bien, ça nous permet d'avoir une chance d'avoir des grandes victoires. Et après, peu importe ce que vous appelez une grande victoire. Il y a des gens pour qui c'est vaincre la maladie. Pour d'autres, ça sera d'être en contact avec davantage avec je sais pas, les gens qu'ils aiment, leurs enfants, leurs conjoints, s'ils étaient loin. Pour d'autres, c'est, je sais pas, des victoires dont on a parlé, qui sont des victoires sportives, des victoires sur soi, les plafonds de verre que vous venez d'éclater, des réussites professionnelles. Enfin, il n'y a pas de limite aux victoires. Moi, je me rappelle il y a une victoire que j'aime bien me rappeler. C'est, je suis un ancien timide, même si aujourd'hui les gens me disent non, ouais, pas toi. Bah si, à une époque, j'étais très timide. C'était même un peu maladif. Je supportais pas. Alors comme les timides, bien sûr, j'étais bavard avec les gens que je connaissais bien, avec les gens de mon milieu, notamment sportif. Mais après, j'étais plutôt pas très à l'aise. Et puis quand on me posait une question que je savais pas ou qui me mettait mal à l'aise, j'étais vite vexé. Vite, il y avait quelque chose, je rougissais tout de suite. Enfin, c'était compliqué à vivre. Et mon frère est très très à l'aise. Souvent, je vois bien que sur plein de sujets,
Il pense que, voilà, il me met au-dessus, et moi je lui dis, mais en fait, il y a plein de trucs que tu fais mieux que moi. Alors, en tout cas, il y a plein de trucs sur lesquels tu étais plus jeune, plus à l'aise que moi. Et donc, souvent, on regarde ce qu'on n'a pas au lieu de regarder ce qu'on a. Et moi, je n'avais pas son aisance, son assurance. Et je l'ai travaillé. Ça a été peut-être pas la première, mais en tout cas, une grande victoire dans ma vie. Quand j'ai commencé à être à l'aise avec moi. Quand j'ai appris à gérer ma colère intérieure, quand j'ai appris à gérer mes peurs, quand j'ai accepté d'avoir, je me rappelle, mais ça c'est aussi grâce à l'énéagramme que j'enseigne aujourd'hui, mais j'ai pris conscience à quel point mon type de profil passe son temps à penser qu'il a peur de rien. Profondément inconscient, le garçon. Et ça m'a rappelé à quel point, sur plein de choses, j'étais inconscient. J'étais même pas, j'étais téméraire et non pas courageux. Et j'ai appris à accepter mes peurs, à les nommer, et ça a été encore des victoires, d'accepter d'avoir peur, de les regarder en face et d'y aller. Et puis ensuite, ce travail que j'ai fait, presque comme un acharné sur mes peurs. Je sais pas, d'avoir pris le temps d'aller vivre avec ou travailler avec des loups pour travailler des peurs profondes, d'aller m'enfermer 3 jours ou 4 jours dans une grotte avec un gars à l'extérieur qui vient vous recharger au bout de 4 jours. Voilà, parce que pendant 4 jours, vous vivez dans le noir, au fond d'un trou, hein, et vous savez plus où vous êtes, quoi. Vous avez à côté un duvet et un peu de bouffe, et pas de lampe, hein, pas de téléphone, rien. Et on était trois à distance. Et au début, vous parlez un peu, même si c'est loin. Puis après, on arrête de parler, puis on est tout seul et on fait le vide en soi. Enfin, j'ai vécu un certain nombre d'expériences pour aller au-delà de mes peurs. Voilà, je me rappelle avoir aussi essayé de faire de la spéléo parce que j'avais peur d'être enfermé sous terre. Voilà, et je me suis dit, allez, vas-y. Oh la vache. Au début, c'était difficile dans mes tripes. J'ai fait de la spéléo marine aussi, et quand vous devez enlever la bouteille, la mettez devant, là j'en ai parlé hier avec quelqu'un avec qui que j'ai accompagné, je ne sais pas pourquoi on a parlé de ça, parce que c'était un plongeur, et je lui dis, ah oui j'ai fait ça. Elle me dit, ah mais moi j'aurais très peur. Ben moi j'avais peur, hein. Je ne peux pas dire que je n'avais pas peur, mais ça m'a fait du bien, ça m'a délivré. Non pas que j'aurais plus peur aujourd'hui, peut-être que j'aurais encore peur autant d'ailleurs, mais au moins je sais que je suis capable de le faire. Et donc c'est des victoires pour moi. Alors le troisième sujet que j'avais envie d'avancer avec vous, c'est digérer nos défaites sans les ressasser. Digérer nos défaites sans les ressasser. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tout ce que j'ai pas gagné, toutes mes non-victoires, toutes mes non-réussites, peu importe que vous appelez ça des échecs ou autre chose, des fois c'est juste un raté, mais je peux être profondément déçu de ça. Surtout si je me suis préparé beaucoup, comme nous disait David, dans une compétition, peut-être qu'il y a de l'enjeu, vis-à-vis de mes adversaires, il y a de l'enjeu vis-à-vis de moi, surtout que dans le cadre du judo, c'est un combat. On n'est pas toujours... Il faut se rappeler que moi je suis un nageur, hein, d'accord, ok, water polo, même si on nous dit des gladiateurs, je peux vous dire que les coups qu'on prend, ils sont quand même sacrément amortis par l'eau. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas de coups. Mais là, on va se fracasser au sol à chaque fois. Et puis c'est très intense, le judo. Nous, on est vraiment dans du... Voilà, c'est des efforts plus longs, aussi bien dans la natation qu'au water polo, alors que là, on est dans un rapport presque à l'instantané, hein. Les combats sont courts, même si on va au golden... je ne sais plus comment on dit, golden score. Et donc, en conséquence, cette difficulté qu'on peut avoir dans l'intensité. Donc j'ai mis énormément d'intensité, il va falloir que je digère cette défaite qui m'empêcherait d'avoir la seule chose qui m'intéressait pour David, c'était être sur la première marche. Le reste ne l'intéressait pas au départ. Et donc, si je ne digère pas, comment je vais me remotiver? Et je vois des gens en fait qui ne digèrent pas, ce qui fait qu'en fait c'est comme un deuil donc que je ne fais pas.
à ce stade, la courbe du deuil, on commence par faire du déni et de la colère, de la justice, puis après on négocie avec soi, et après on sera triste. Mais eux, ils n'arrivent jamais à la tristesse, parce que la tristesse, c'est accepter de lâcher complètement. Et là, on ne peut pas lâcher d'ailleurs dans une journée, c'est trop court. Et donc le deuil n'est pas fait. Comment je vais gérer ça dans le temps? Et si je ne digère pas, c'est-à-dire que je ne viens pas à l'estomac, tout à l'heure je disais savourer, j'étais à l'estomac là encore. Hein, je passais par le palais, c'est descendu, puis jusqu'à mon estomac. Et là je me suis ouvert, j'ai accepté ces petites victoires. Il va falloir que j'accepte aussi ces petites défaites ou ces grosses défaites. Et si je les ressasse, ça signifie qu'en fait j'utilise là ma pensée pour entretenir une difficulté émotionnelle. Inutile. La pensée ne sert à rien pour faire ça. Enfin, elle fait qu'aggraver. Donc, la seule chose que vous devrez faire, c'est arrêter de penser. Le plus simple, souvent, c'est de souffler. Souffler, et encore souffler, et encore souffler, et encore souffler, et encore souffler. Et après, il y a plein de techniques. Il y a des techniques où on peut souffler davantage avec le ventre, où on va souffler davantage avec l'énergie, un peu comme un cri en art martial. Donc tout ça, c'est des moyens pour sortir cette énergie qui bloque, d'accord, ok, pour ensuite repartir dans une énergie qui va me servir. Donc à la limite, peut-être que j'ai de la hargne, et dans un combat ça peut servir, ou peut-être que tout simplement, ça va me permettre de me dire, non. Un peu comme quand j'arrive au fond de la piscine, et puis j'étais en train de me laisser couler, puis là j'y vais. Et donc à quel moment j'y vais? J'y retourne. Et j'y retourne, c'est pas obligatoirement être dur, méchant. Mais comment je réutilise cette force intérieure qui est au niveau du ventre et qui s'appelle la détermination. Donc, si vous avez envie d'apprendre à gérer ça, venez tester l'EQ Coaching. On fait travailler ça, nous, on adore travailler la détermination, parce que la volonté, c'est avec la tête, la détermination, c'est avec le ventre. La volonté, c'est ce qui vous permet de rentrer dans, peu importe, sur le dojo, d'accord, ok. Mais la détermination, c'est ce qui vous permet de finir le combat. Alors digérer nos défaites sans les ressasser, sans utiliser ce processus du mental qui fait qu'en fait je réfléchis et je surréfléchis et je réfléchis. Combien de fois j'ai refait un match après avoir gagné ou perdu, peu importe, hein, c'était pas souvent d'ailleurs moi, mais c'est est-ce que j'avais bien joué? Puis après je me suis dit, mais en fait il y a des fois j'ai très bien joué, on a perdu, et il y a des fois j'ai pas très bien joué, on a gagné. Voilà. Est-ce qu'il faut à chaque fois avoir toujours la composante négative que je ressors, c'est-à-dire peu importe, on a perdu même si j'ai bien joué, donc c'est pas bon. Et puis j'ai pas bien joué même quand on a gagné, mais c'est pas bon. Alors là, il faut en plus que je joue bien quand on gagne. Ça c'est l'idéal quand on est en sport collectif. Mais des fois, c'est pas bon. Bien sûr que dans le judo ou la natation, c'est vous. Voilà. En plus, je vais même pas me battre contre les autres, hein, je me bats contre un temps. Je me bats contre moi. Et qu'en plus, comme dans la natation, il faut savoir glisser, vous ne pouvez pas vous battre, parce que dès que vous vous battez, vous ne glissez plus. Voilà, c'est une caresse, c'est un plaisir. Et plus je cherche la glisse, qui est plutôt associée donc à du plaisir, et plus je vais accepter d'endurer tous ces entraînements. Alors j'aimerais bien qu'on aborde aussi le 4e point maintenant. Tout se passe sur une journée. Alors comment, quand on est dans une situation comme ça, dans laquelle tout se passe sur une journée, et dans celle-là, par exemple, on pourrait mettre des choses très différentes. Cette journée, ça peut être effectivement une journée sur un tatami, ou des tatamis, hein, d'accord, ok, et au fil des combats, ok. Mais ça peut être, je ne sais pas, n'importe quel autre sport dans lequel tout se passe sur une journée. C'est rare que les séries, les quarts et demi et finales soient la même journée. Mais admettons. Mais déjà, ça veut dire que déjà pour certaines personnes, il faut bien avoir marqué et avoir été bon à chaque niveau des sélections. Okay, pour se retrouver en finale et idéalement à la meilleure position qu'on puisse avoir en fonction de son temps et de ses capacités. Mais la deuxième chose, c'est si on sort ça du monde sportif, le nombre de fois où en fait il faut être présent ce jour-là. Je sais pas, vous devez faire moi je fais de la conférence,
bah, c'est ce jour-là qu'il faut que je sois bon, pas le jour où je m'entraîne. Bien sûr que je peux être bon le jour de l'entraînement, mais il faut que je sois le meilleur sur scène et que je sois artiste ou autre, c'est toujours la même chose. Il faut être bon le jour, le moment présent, ce moment-là. Et puis si c'est votre mariage, si vous n'êtes pas là à votre mariage, je me rappelle de quelqu'un qui m'a dit, mais moi mon mariage, je me rappelle pas, j'étais bourré rapidement. Ah, je me dis, ah là là. Enfin, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, mais en fait, je sais pas, tu passes à côté de ta vie quand tu fais ce genre d'acte. C'est des moments qu'il faut savoir garder, savourer. Bah, il pouvait pas. Aucune idée de ce qui s'était passé très rapidement. Voilà. Bon. Donc voilà, comment on fait pour être présent à ce qui est essentiel? Et comment on se prépare à ça? Et donc là encore, il y a un processus de préparation. Et comme le disait Edgar Gros-Piron, la préparation prime l'action. Donc comment je me prépare pour que dans les quelques secondes que je vais avoir, les quelques minutes, les quelques heures, la journée, eh bien tout ça, tout l'entraînement, toute la préparation va payer à ce moment-là, soit sous forme de concentration, soit sous forme de retrouver un ressort, soit sous forme d'être déterminé au moment où il faut l'être, à quel moment je lâche pas prise, à quel moment, dans le cas de David, bah, je décide pas d'aller au tapis un peu plus vite, quoi, parce que pour en finir, quoi. C'est difficile, bah, si je tombe, bah, c'est terminé. Oui, mais justement, le but, c'est de pas tomber, ou de tomber et de se relever tout de suite. Et ça, comment on tient ça? Et en fait, souvent, je me suis aperçu que, bien sûr qu'il y a plein de techniques qu'on peut... Mais la première chose, c'est s'entraîner. Et avant de devenir un virtuose, c'est quelqu'un qui s'entraîne 10 000 heures. D'accord? Donc, avant que vous arriviez aux 10 000 heures, ben, il va falloir beaucoup de temps, des années. Donc, si on n'est pas un virtuose, comment on va faire pour que, quand même, une partie de nous va de mieux en mieux faire ce geste, de mieux en mieux être dans cette attitude, de mieux en mieux maîtriser un comportement, de mieux en mieux maîtriser nos réactions, de mieux en mieux gérer la peur, par exemple. Donc, c'est se confronter à ça. Il y a quatre grandes énergies. Il y a l'énergie du corps, d'accord, cette énergie physique. Il y a l'énergie émotionnelle. Il y a l'énergie psychique et il y a l'énergie spirituelle. Spirituelle dans le sens de l'esprit, c'est-à-dire le sens que vous donnez aux choses. Quand il n'y a pas de sens, bah pour certaines personnes, c'est compliqué d'aller travailler ou d'aller faire, d'accomplir l'entraînement. D'ailleurs, en natation, si vous comptez les carreaux au fond, il n'y a pas beaucoup de sens. Donc, quel est le sens que j'ai quand je nage et que je renage? Voilà. Donc, se lever tôt le matin pour s'entraîner, et puis le midi, et puis le soir, et vous n'avez pas le temps de faire grand-chose tellement que vous êtes fatigué. Donc, il faut que ça ait un sens, ça. Donc ces différentes énergies, elles vont nous permettre de travailler. Mais je pense que la majorité d'entre nous, on a compris que l'énergie physique, pour que le muscle se développe, il faut qu'il y ait du repos. Et puis vous remettez de l'effort et le muscle va à nouveau se développer. Bah oui, mais alors, comment vous faites pour l'énergie émotionnelle? Bah, la majorité des gens ne comprennent pas qu'il faut vivre les émotions, se reposer de ces émotions, prendre du recul et réavancer, et revivre cette émotion. Alors que nous, si elle nous déplaît, on ne veut pas la revivre. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de progression. Donc si vous n'êtes pas à l'aise sur la colère, bah, en fait, il n'y a pas d'autre moyen que d'être en colère pour progresser. Mais en conscience. C'est-à-dire que quand vous êtes en colère, acceptez que vous êtes en colère. Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce que j'ai compris de moi? Comment je peux gérer? Quel est le type de colère que j'avais? Il y a 1000 colères. D'accord? C'est quoi qui se passe? Bah, exactement comme quand vous courez. Vous savez que vous courez d'une certaine manière. Comment vous vous entraînez? Est-ce que vous êtes à fond tout le temps? Tout ce que vous faites? Bah, ça ne marche pas. Hein. Vous allez vous blesser. Bah, c'est la même chose. Si je fais que des colères de Stromboli, ça va être compliqué pour mon entourage, mais pour moi aussi. Je vais m'abîmer. Et donc, bah, c'est pareil, une fois que j'ai dit ça sur les émotions, c'est toutes les émotions, hein, pas que la colère, la tristesse, et ainsi de suite, le dégoût. Enfin, c'est pour ça que vous progressez en intelligence émotionnelle, en vivant les émotions et en prenant du recul sur ces émotions pour les comprendre peut-être. Pour certains, ils ont besoin de comprendre d'abord. Pour d'autres, peut-être de ressentir, de vivre, de savoir, ah ouais, ça me prenait là, ça me prenait là. Ok, la grande majorité des gens ne savent même pas où sont les émotions dans le corps. Je suis toujours effaré de ça. Je me dis, mais c'est où?
Bah, c'est dans la tête. Mais non, mais pas du tout. Ça, c'est ton sentiment. C'est-à-dire quand tu commences à réaliser, mais la majorité des gens, vous le savez, quand vous leur posez la question ou quand vous leur dites, mais c'est bon, calme-toi, te mets pas en colère. Mais comment ça, je suis pas en colère? Oui, parce qu'au moment où vous leur dites, au moment où ils s'entendent, ils répondent, ils réagissent, et là, ils s'entendent dire quelque chose qui est bien de la colère. Mais avant, l'émotion n'est pas consciente. Une fois que l'émotion est consciente et que je vais passer par le mental, donc sentimental, je vais pouvoir donc, si je reste dans cette énergie, dire je suis en colère en ce moment. Même si quand je parle, je ne suis pas obligatoirement en colère. Mais je sens cette colère permanente, rémanente. Okay, et donc ce processus-là, c'est ça qui va vous permettre de progresser. C'est la même chose sur votre mental. Exactement la même chose. Et en fait, on ne s'habitue pas assez à prendre conscience que c'est dans le mental qu'il va falloir que le mental va vous aider à recommencer, pas dans le sens seulement analytique, mais dans le sens de j'analyse une situation, oui d'accord, mais il faut que je la fasse. Et dans l'effort, c'est pas le mental, c'est juste de le faire. Mais après, vous pouvez vous faire aider par d'autres pour analyser, pour comprendre, pour gérer. Mais le but, c'est d'accepter de vivre la situation et de se reposer et de recommencer. Et d'essayer à chaque fois de s'améliorer, un peu comme dans un geste qu'on essaye de peaufiner jusqu'au moment où vous sentez que vous l'avez. Et des fois, vous l'avez trouvé dès le départ. Le danger, c'est de ne pas savoir le refaire. Donc, comment je fais? Je m'entraîne. 2, je prends du recul sur l'entraînement. C'est pour ça que j'utilise ces carnets où je note. 3, ensuite, je me mets dans un état interne. Plus c'est l'état interne qui produit le résultat. Donc, le mindset, le plus puissant, c'est d'aller rechercher dans ma pensée, dans mes souvenirs, dans l'état interne qui me convient. Ah, si je savourais encore un truc cool. C'est comme si j'avais une banque de données, d'images, de sensations, d'émotions, de souvenirs, précis dans chacun des sujets. Et le but, c'est d'en constituer sur tous les sujets dont vous avez besoin, sur toutes les situations que vous avez besoin. Et plus vous allez le faire, plus le mindset va progresser. Voilà, c'est comme ça qu'on s'entraîne, ou qu'on s'entraîne mentalement. Et peut-être que pour d'autres, il faudra à un moment donné remettre en question tout ça quand l'énergie spirituelle, c'est-à-dire le sens, ne sera pas au rendez-vous. Il faudra retrouver du sens. Alors je vais prendre le dernier sujet, c'était l'histoire de la compétition, saine ou malsaine. Et donc David nous parlait de stimulation, en fait, cette compétition était pour lui la compétition avec lui-même d'abord, mais la compétition avec les autres, elle fonctionnait, surtout parce qu'il est dans un forme combat. Il y a plein de situations dans lesquelles il n'y a pas de combat, et donc il n'y a pas une nécessité à être en compétition face à l'autre. Hein, si vous êtes dans tous les sports de combat, au fond, c'est un sport de survie. Parce qu'on, comme le dit très bien d'ailleurs David, à un moment donné, je me suis blessé, je suis tombé gravement sur la tête, donc traumatisme crânien. Après, j'avais peur. Bien sûr que tu as peur. Tu n'as pas envie de rester sur le tapis ou de finir tétraplégique. Donc, à un moment ou à un autre, savoir tomber, c'est une chose. Et après, savoir éviter de tomber, mais au cas où je tombe, bien sûr, je sais me rattraper. Sauf que des fois, la violence du choc, la force de l'adversaire, je sais pas, le manque d'attention peut-être à un moment donné, pourrait m'amener en danger. Et donc, la compétition avec l'autre, c'est aussi de prendre conscience que dans le là, il y a quelque chose qui c'est lui ou moi. Alors qu'il y a plein de situations dans la vie, donc vous n'êtes pas dans c'est lui ou moi. C'est plutôt, c'est maintenant que je dois être prêt. Donc, amener une compétition saine avec vous plutôt qu'une compétition malsaine, c'est prendre cette question de qu'est-ce qui me stimule au point d'aller au-delà. Et il y a quelques personnes, bien sûr, qui ont besoin qu'on les mette sous terre pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais c'est vraiment, je veux dire, une minorité d'une minorité d'une minorité. Je n'ai pas de statistiques, mais moi je remarque, voilà, je sais pas, je dirais que c'est 2-3 personnes pour 1000, et j'en ai connu un. Non, je me rappelle, au water polo. Lui, la seule chose qui marchait, c'était que vous lui disiez que
comme disait David, on ne peut pas être sur ces mots-là politiquement correct. Donc, si vous dites à quelqu'un que c'est une merde, bah, en fait, lui, ça le stimulait. Comme pour David, pour moi, si tu me dis ça, ça ne me stimule pas. Je peux ne pas comprendre, c'est pas un mot que j'utilise pour moi. Donc voilà, donc j'ai pris conscience que me parler correctement est important, mais c'est pas être complaisant. D'accord? On peut très bien la compétition avec soi-même, c'est se dépasser. Et ça, c'est pour moi positif, il n'y a aucun problème. Mais attention que souvent la compétition, quand elle est malsaine, c'est-à-dire que, en fait, elle va jusqu'à détruire l'autre, abîmer l'autre, je ne sais pas, euh, créer des suspicions, puis après de la tricherie, enfin tout ce que vous voulez qu'on peut rajouter, mais pas que dans le sport, hein, bien sûr. Ça me fait rire quand les gens me parlent de sport comme si ça existait que dans le sport. La tricherie, ben non, mais non, ça existe partout. Parce qu'on n'assume pas qui on est, parce qu'on a peur de ne pas être au niveau, parce que c'est toutes ces raisons-là qu'il faut qu'on triche, qu'on a besoin d'exister au-delà. Et, euh, et je ne crois pas que ça fasse avancer la science que de servir le dopage. Voilà, pour les jeux, la dopée, là, pour moi, ça n'a vraiment pas de sens. Parce que justement, c'est bien un truc que j'ai compris, c'est que il faut qu'on arrête d'être les cobayes des médecins qui ont fait des tests sur nous pour développer des choses. C'est délirant. Voilà. Même si vous avez été consentant parce que vous ne savez pas, j'ai eu la chance de ne pas avoir à pratiquer ça. Et puis parce que j'ai eu la chance aussi d'avoir un corps qui était solide et que j'avais pas besoin j'étais les rares fois où je me suis blessé, c'est que j'ai eu un accident, mais c'est pas tant que ça dans mon sport, presque jamais. Donc c'est vraiment prendre conscience que voilà, votre santé, c'est quand même l'essentiel. Donc la compétition saine, elle vous permet de rester en santé. La compétition malsaine, bah justement, posez-vous la question, elle est souvent pas en santé pour l'un et souvent pour l'autre. Donc l'un et l'autre. Donc c'est du lose-lose et pas du win-win pour moi. Donc je préfère envisager la collaboration, et y compris avec potentiellement mon ennemi, mon concurrent. Parce qu'en fait, je vais apprendre des choses. Et donc on se nourrit mutuellement. Oui, je lui donne des choses, mais oui, je pompe des choses. Et à la limite, je peux même savoir qu'il n'est pas meilleur que moi, même si je l'aide à progresser. Et peut-être que ça me rassure si j'ai besoin d'être rassuré que je suis encore le meilleur. Donc la stimulation est nécessaire, la compétition, dans certains cas pour moi, est tout à fait juste, et je vous le dis, la compétition avec soi-même, oui, la compétition avec les autres, faites très attention qu'elle soit saine plutôt que malsaine, même si j'entends bien que dans un combat, la compétition malsaine peut vous aider à aller accepter d'aller prendre des coups, parce que vous êtes capable d'en donner de l'autre côté. Moi, j'ai pas eu tant que ça à pratiquer des sports dans lesquels le sujet, c'est de donner des coups. D'accord? Même si j'ai pratiqué au cas par cas par les métiers ou les activités que j'ai pu avoir. Donc je vous propose maintenant de prendre un temps et de se dire, bah, qu'est-ce que vous retenez de cette émission? Qu'est-ce que vous retenez de cette émission? Et pour clore ça, je voulais revenir d'abord sur cette phrase de Shakespeare que j'aime bien d'Hamlet. Sois fidèle à toi-même et tu ne seras plus jamais infidèle à un autre. Ouais. Parce que quand je suis dans une compétition malsaine, bah, je ne suis pas fidèle à moi-même. Ça, je l'ai remarqué. Voilà. Pensez à ça. À quoi vous voulez être fidèle? C'est quoi les valeurs profondes? C'est quoi ce qui est essentiel pour vous? Et vous verrez que ça vous permettra de tenir. Et vous avez le droit de changer de valeur, il n'y a aucun problème. Mais soyez clair avec ça. Alors j'avais envie de vous parler, enfin de vous raconter plutôt, un conte. Un conte qui s'appelle Le samouraï et le pêcheur. C'est l'histoire d'un samouraï et d'un pêcheur. Alors le samouraï, il marchait tranquillement dans la campagne. Et il avait en fait une mission, et il revenait de cette mission et il rentrait tranquillement chez lui. Et là, il rencontre un pêcheur qui se lamentait sur son sort au bord de la rivière. Il n'avait rien pêché. Cette saison avait été particulièrement difficile. Le samouraï se met à côté de lui, le pêcheur est très impressionné parce que c'est un samouraï, il est en armure, lui il est pauvre, et même si
peuvent peut-être être de même niveau social au départ, un samouraï, ça représente quand même quelqu'un proche du pouvoir. Ou en tout cas, quelqu'un qui est en charge de le faire respecter. Et cette autorité naturelle du samouraï lui confère la possibilité de discuter tranquillement avec le pêcheur et lui dire, mais qu'est-ce qui t'empêche de progresser? Qu'est-ce qui t'empêche? En fait, je n'ai même plus rien, mon filet est en mauvais état, il faut que je refasse mon bateau. Voilà, je n'ai pas de quoi nourrir ma famille, ni ma femme, ni ma fille. Alors, le samouraï, pris d'un élan de bonté ou de générosité, lui propose une bourse. Et il lui dit, parce que dans sa tête, ce qui est super important, c'est quand même ne jamais favoriser la paresse. Alors il lui remet cette bourse en lui disant, fais-en bon usage, dans un an je reviens, je voudrais la même somme, je n'ai pas besoin d'intérêt, juste la même somme. Et tu me montreras ce que tu accomplis d'ici là. Dans sa tête, il stimule le pêcheur et il est fier de lui, il rentre chez lui tranquillement. Il voit son épouse et tranquillement il passe la soirée, puis les jours passent, les semaines passent, les saisons passent. Et le jour J, un an après, il revient. Il arrive à l'endroit où le pêcheur normalement pêchait, il ne le trouve pas. Il demande autour des autres pêcheurs s'ils l'ont vu. Il dit, il a disparu depuis quelques semaines. On ne le voit pas. Mais il lui indique tout de même la maison où habite sa femme, sa fille. Et où habitait le pêcheur traditionnellement. Il arrive à la maison, la femme lui dit qu'elle n'a pas vu son mari depuis des semaines. Mais il sait, elle ment. Il le ressent. Alors il attend. Il se cache. Il attend, il épie, et il voit cette femme apporter un repas, ou ce qu'il imagine être un repas, à une personne qui, il imagine, est son mari, donc le pêcheur en question. Et bien sûr, il trouve le pêcheur. Et là, il s'apprête à lever son sabre. Et là, le pêcheur se rue sur ses pieds et lui fait « Désolé, désolé, désolé !» Et il ajoute les mots suivants. Si votre main se lève, restreignez votre colère. Si votre colère monte, restreignez votre main. Cette phrase le choque. Ça l'arrête tout net. Il range son sabre et lui dit, je t'accorde un délai. Je t'accorde un délai d'1 an. Et par contre, cette fois-ci, je te demanderai les intérêts. Des 2 années. Et il part. Le pêcheur est tout tremblant, retourne à la maison, explique la situation à sa femme, se met au travail. Et la vie se poursuit. Pendant ce temps-là, le samouraï rentre chez lui. Il arrive chez lui, et là, quelque chose d'incongru se produit. Sa femme dort, il est tard, mais il voit les habits d'un samouraï et quelqu'un dans son lit. Et là, bien sûr, la rage monte. La colère, non, la rage est tellement puissante qu'il va pour sabrer les 2 personnes. Et là, cette phrase revient. Si votre main se lève, restreignez votre colère. Si votre colère monte, restreignez votre main. Il range son samouraï, ferme la porte, attend dans la pièce d'à côté. Il essaye de se calmer. Et là, quelques instants après, sa femme sort. Ah, super, très heureuse de le retrouver. Et là, surprise,
l'autre personnage n'est autre que sa mère qui était déguisée en samouraï. Alors elle lui explique la situation. En fait, j'avais tellement peur, j'ai demandé à ta mère de venir. Et puis comme elle avait encore les habits de son mari, de ton père, eh bien elle les a mis en se disant que ça ferait peur à quelqu'un qui viendrait. Et là il se dit, ah, si j'avais pas restreint ma main, si j'avais pas restreint ma colère. Alors, quand le jour est venu, il va tout guirer, retrouver le pêcheur. Et quand il le retrouve, le pêcheur a changé de bateau, a un nouveau filet, et ce jour-là encore, la pêche était bonne. L'année a été très bonne pour lui. Et il avait préparé la bourse avec les intérêts, et largement plus que les intérêts. Mais au moment où il lui donne, le samouraï lui dit, non, mon ami, c'est moi qui vais te remercier, parce que tu as sauvé ma vie, parce que tu as changé ma vie. Alors merci. Cette histoire peut peut-être vous servir. Alors, à bon entendeur, salut. À bientôt sur La Traversée. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez vivre vos rêves plutôt que rêver votre vie, alors je vous invite à découvrir mes conférences et tous mes ouvrages sur mon site hervéfranceschi.com. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou mettez un pouce sur ma chaîne YouTube ou encore sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci de votre écoute et à très bientôt sur La Traversée.